Tu as loupé le CFPA? Tu te sens rejeté? Rapproche-toi des Pyrénées. Et rejoins-nous sur la page Facebook de Radio Clémence. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Clémence. Ce soir, une nouvelle émission, le Radio Clémence numéro 13. Alors, on a un jury qui est somme toute assez bien composé ce soir, je suis très content de vous accueillir. On a RF ce soir, bonsoir RF. Bonsoir Clémence. On a également Chico, bonsoir Chico. Bonsoir. On a Madame pour sa deuxième émission, merci d'être là. Bonsoir. Et nous avons, alors, c'est l'anniversaire de Tsubasa ce soir, donc déjà... Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Tsubasa, joyeux anniversaire. Il se trouve que Tsubasa m'a fait une demande particulière, et comme c'est son anniversaire, je vais la lui accorder. Tsubasa, prononce ton vœu et je l'exaucerai. Ouais, j'aimerais bien changer de pseudo. Pour quel pseudo? QB. QB, l'Assemblée de Radio Clémence l'approuve. Alors on va essayer de faire cette discipline, que Tsubasa soit oublié et que désormais il n'y ait plus que QB. QB. Mais on vote pas. Vrai QB, c'est sa volonté, sa volonté. Je respecte son choix. Okay, Attention, tu ne pourras pas le changer avant le 9 mars 2018. Alors, je sais pas si tu serais encore vivant. Moi. Voilà, c'est une idée. Et, on a... et dans le monde du public, nous avons Chips et Narvalo. Merci d'être là ce soir. Ainsi que deux autres membres du public, n'hésitez pas à intervenir au fur et à mesure de l'émission. Alors, ce soir, nous avons Bibou. Donc, Bibou était présente la dernière fois. Vous avez pu un petit peu l'entendre parler aussi bien durant l'émission spéciale Note de synthèse que durant l'émission où Narvalo était passé sur l'affaire de Jacqueline Sauvage. Et ce soir, alors on lui a confié un thème en droit civil sur l'identité de genre. Alors l'article qu'on lui a confié était un article du Figaro qui traitait, donc à l'époque, sous le ministère de Christiane Taubira, celle-ci avait demandé aux magistrats de suivre une formation, un temps donné, un séminaire donné, sur toutes les questions liées à l'identité de genre, aux discriminations, aux différentes violences qui pouvaient encore s'agir dans la société. Et donc en soi, bon, le document n'a pas tellement un apport juridique intéressant, mais ce qui va être important, c'est qu'elle puisse mêler une pluralité thématique sur ces différentes questions, donc l'identité de genre, bien sûr, la fameuse théorie du genre, même si on va essayer de faire en sorte d'affirmer ici haut et clair qu'il n'y a pas de théorie du genre seulement d'études universitaires, mais également toutes les questions qui sont liées à la question du troisième sexe, ou la transsexualité et toute la question, et même puisque la théorie du genre a commencé un champ d'études pour essayer de voir quelles étaient l'influence sociétale sur le développement individuel, et comme nous sommes le 9 mars et que hier c'était la journée des droits de la femme, et bien on touchera également, je pense, un petit mot sur ces considérations pour voir quel est l'état actuel des droits de la femme dans le monde et particulièrement en France, un sujet important en matière de droit oral et de liberté publique. Et après une telle introduction, il va peut-être falloir que je commence à faire passer un petit peu la parole, et que je boive un coup. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce sujet, sur l'identité de genre? Peut-être Chico, si tu veux commencer. Oui, alors c'est un sujet très intéressant. Donc, on peut parler peut-être du sujet tel qu'il est intitulé. Oui, bien sûr. Si tu veux présenter le document, je serais ravi. Oui, alors avec plaisir. Donc, alors, on a un article qui s'intitule Taubira impose un stage sur l'identité de genre aux magistrats. Alors la source, est-ce que c'est le Figaro. C'est le Figaro qui a publié cet article. Donc, alors, il me semble-t-il, c'était en 2013 ou 2014, je ne sais plus. Donc, le Christiane Taubira, qui était garde des Sceaux à cette époque, avait demandé aux magistrats de faire un stage sur l'identité de genre. Alors, vaste question, parce qu'il faut savoir qu'est-ce que c'est exactement le genre, l'identité de genre. Alors, ça me semble
intéressant de faire un petit peu, peut-être un rappel rapidement ce que c'est le genre. Alors, si mes souvenirs sont bons, ce sont des chercheurs de l'université de Los Angeles qui ont mis au point ou mis à jour cette théorie selon laquelle il ne faudrait pas parler de sexe mais de genre et qui considèrent que c'est pas, cela se fonde pas sur des données biologiques mais que c'est simplement une construction sociale. Voilà. Alors, je m'empresse mettre petit bémol, les chercheurs américains ne parlent pas de théorie. Ce sont les détracteurs pardon, de ce mouvement universitaire qui ont employé le terme de théorie. Eux préfèrent parler de gender studies, parce que c'est un champ d'études et il n'y a pas. C'est juste étudier quelles sont les influences sociétales sur le développement de tout un chacun et de faire en sorte de présenter en quoi le genre peut se distinguer du sexe biologique. Voir, voilà, avec tous les exemples connus, le jeu à la dinette, le bricolage pour les garçons, voilà. Ce qui a donné lieu, d'ailleurs en 2014, on y reviendra peut-être sur les fameuses ABCD de l'égalité. Voilà. Le marché Belkacem. Tout à fait. Mais si tu veux poursuivre, voilà, c'était juste. Voilà, donc cette section, est-ce que ça doit s'appeler théorie du genre ou identité de genre? C'est vrai que peut-être selon qu'on se place d'un point de vue ou d'un autre, ça ne va pas être les mêmes termes qui sont employés. Mais après, le fond, je pense que ça, ce sont des querelles de mots qui ne sont pas très importantes. Donc si les gens ne veulent pas qu'on parle de théorie, qu'on n'en parle pas. Mais après, le fond de cette idée, c'est de dire que ce qui compte, c'est pas le sexe biologique, mais c'est le sexe construit, qui est du domaine du social. Voilà. Cette étude ou cette idée, pour ne pas parler de théorie, mais qui a été largement diffusée dans l'éducation nationale en France, dans les manuels scolaires, etc. etc. Et donc jusque dans la justice, puisqu'on a demandé aux magistrats de faire des stages pour se familiariser avec ces conceptions et éventuellement les intégrer. Attends, que je te suis bien, attends. On est d'accord que jamais il n'y a eu aucun manuel d'éducation nationale qui a parlé de la théorie du genre. Alors peut-être pas de théorie, mais noir sur blanc, c'est écrit dans les manuels que le sexe, souvent, c'est quelque chose qui ne se fonde pas sur la biologie, mais que c'est quelque chose de construit. Oui. Je l'ai vu, je l'ai vu directement, je ne pourrais pas citer maintenant de manuel en particulier, mais en tout cas dans des émissions de télévision, on a pu le montrer. C'est pour ça que les gens qui ont prétendu que c'était pas dans les manuels, c'est purement mensonger. C'est un point de vue. Je pense que c'est l'éducation nationale, c'est mêlé quelque chose, c'est pas tellement de parler de cette question-là, mais simplement, dans le cadre des ABCD de l'égalité, c'était donc alors c'était pour des académies qui étaient volontaires, c'était à la maternelle, ça représentait pour 275 écoles 600 classes, et il n'y avait aucune question de sexualité, c'est simplement la place de tout un chacun via l'orientation et les questions du jeu. Ça va peut-être pas aussi loin, c'est vrai qu'on sensibilise les questions, parce que le but, au final, c'est pour essayer de lutter contre une emprise sociale qui empêcherait l'autodétermination de l'individu. Voilà, faudrait presque citer Bourdieu. Mais le but, c'est de sensibiliser dès l'enfance. Alors, à quel degré certaines écoles sont allées, est-ce qu'il y a des manuels ou pas? Voilà. Je pense que dans tous les cas, il faut rester prudent. C'est pas impossible qu'il y ait des manuels qui aient mis plus l'accent. Et il est tout à fait normal aussi qu'il y ait pu y avoir des réactions familiales. Vous savez, sur ces questions-là, c'est des questions qui ont émergé à partir des années 60-70, mais qui peuvent heurter, il faut le prendre en considération. Mais dans un autre temps, peut-être que ça a été, à mon avis, plus nuancé que ça, et peut-être plus tourné sur l'aspect droit des individus, tout un chacun, droit de la femme, parité, voilà, dès la maternelle. RF, un avis sur le sujet? Non, je pense que ça va être très intéressant d'écouter Bibou sur le sujet. Bon, en plus, c'est vrai que toute la question du troisième sexe, socialisme, etc., ce sont souvent des sujets qui reviennent pour les grands euros, parce que c'est vrai que c'est facile de rattacher ça soit à des libertés, soit attaché à du juridique. Moi, en plus, j'ai eu la chance cette année d'intervenir. J'ai eu. Je suis en train de faire la procédure. J'ai eu la chance aussi d'intervenir dans une journée de sensibilisation contre l'homophobie, justement, sur la partie juridique. Donc ça touchait notamment aussi à cette question de, donc, pas de théorie du genre, mais de ce gender studies, comme tu dis si bien. Donc, sur les questions de l'identité. Et c'est vrai que ça pose des questions au-delà sociétal aussi, juridiques, de savoir comment le droit peut appréhender ça, comment le droit peut le réceptionner. Et donc je pense que ça va être très intéressant. C'est pour ça que c'était utile ce séminaire suivi par les magistrats.
C'est d'actualité, parce que Bien sûr. faut rappeler aussi l'actualité jurisprudentielle. Puisque il y a eu un jugement d'un TGI. Alors, peut-être quelqu'un aurait... 20 août 2015, TJ de Tours. C'est celui-là Exactement, donc le TGI de Tours avait admis le sexe neutre à l'état civil. Alors ça a été réformé par la Cour d'appel. Alors rappelons quand même les faits. Voilà, alors rappelons les faits. Donc, alors, là encore, je parle de mémoire, donc sous le contrôle, Je les ai, mais... sous le contrôle de Maître notre ami Clemens. Alors, les faits, alors tu veux les rappeler ou je les rappelle? je les ai, mais tu les as de tête. C'est fiable ou il faudra que je te reprenne? C'est ça la question. Alors, attends, alors, il me semble, donc c'était quelqu'un qui était né et qui avait été enregistré de sexe masculin. Hein. Ensuite, à un âge assez avancé, il avait fait une procédure pour demander Il avait à être inscrit 64 ans. comme étant, voilà, de 64 ans, à être inscrit, et il me semble qu'il s'était marié entre-temps Oui, avec une Il femme. avait eu un enfant, il l'avait adopté. Voilà. Exactement. Et alors, c'était quelqu'un qui était atteint du syndrome de l'hermaphroditisme, hein, qui donc Alors, c'est ça était qui est à intéressant. mi-chemin entre l'homme et la Je femme. t'interromps un instant. Le mot hermaphrodite n'est pas employé. On parle d'intersexuel. Si tu veux, On n'hésite pas, parle, madame. oui, on emploie un langage plus clinique et moins littéraire. Mais Oui, tout à fait, non, mais Voilà. au moins on l'a bien compris. Mais Donc, voilà, c'est quelqu'un qui avait des attributs de l'homme et des attributs de la femme. attribut sexuel de l'homme Voilà, et de la femme. exactement. Il avait un micro-pénis, il avait un vagin rudimentaire. Voilà, voilà, c'était ça en fait. Ouais, tu es comme ça, Chico. On est sur Radio Clémence. Il est 21h34, on peut se faire plaisir. Et On donc, peut employer des et mots. donc il avait demandé au TGI. Bah oui, nous ne sommes pas prudes, parce que là on parle juridique. Et donc, On est il pas avait prudes quand on parle demandé, de- il avait demandé au TGI. Il avait demandé au TGI à ce que ce soit modifié sur son état civil, et le TGI avait accédé à cette demande. Il soit écrit Non. justement sexe neutre Sexe neutre. ou Le intersexe. TJ a refusé. Non, non, non. Ah non, le Non, c'est la TGI cour a d'appel. accepté. A refusé de mentionner le sexe d'un individu intersexué dans la mesure où le rattachement au sexe masculin ou féminin dans l'état civil était impossible. Ça, c'était au départ. Après, ils sont allés devant la cour d'appel d'Orléans, qui a refusé une nouvelle fois de substituer la mention sexe neutre ou intersexe à la mention sexe masculin, dans la mesure où, ils l'ont dit, je le cite, l'existence d'une autre catégorie sexuelle allant au-delà du pouvoir d'interprétation de la norme judiciaire, dont la création relève de la seule appréciation du législateur. En gros, le juge s'estime ne pas avoir assez de recul nécessaire, elle n'estime pas être compétent pour dire est-ce que ce juge ou pas de dire... Et ça qui va être C'est intéressant. sûr que le TGI l'avait. Il me semble que le TJ avait justement reconnu. Oui, il me semble que le TGI l'avait accepté. Ouais, je suis même. Peut-être que je En me tout cas, trompe. la personne en question fait un pourvoi. Là. Oui. Un pourvoi. Oui, Alors, il y a un intéressant, point de parce que- cassation. Alors moi je pense qu'on aura sans doute peut-être la même solution de la Cour de cassation quand s'était posée la question du mariage homosexuel. Puisque il y avait eu un pourvoi en cassation en 2007, je crois. Et la Cour de cassation avait dit, moi, juge, je ne suis pas compétent pour légaliser le mariage homosexuel en France parce que c'est de la compétence du législateur. Ah oui, voilà. Est-ce Voilà, que- parce n'y a pas le voilà. rapport entre le mariage et l'état civil. Oui, oui, non, c'est pas du tout la même chose. Mais est-ce qu'ici, on ne peut pas imaginer que la Cour de cassation va dire, ça ne dépend pas de moi, c'est le législateur qui peut décider d'instituer de nouvelles catégories dans l'état Et civil. c'est une excellente transition. Parce que justement, l'intérêt de ce sujet, je te repasse la parole, madame, c'est, j'aimerais que la candidate parle à la fois, donc elle aborde dans une première partie toutes les thématiques liées à l'identité de genre, et comme c'est une formation qui était adressée à des magistrats, quel est le rôle du magistrat en la matière? Quelle jurisprudence? Peut-être que le législateur se repose trop sur la jurisprudence à défaut de vouloir se prononcer lui-même. Voilà, donc ça rejoint, ça sera utile qu'elle cite ces arrêts-là, que ce soit à la fois sur le mariage de 2007 ou celui de la Cour d'appel d'Orléans, qui avait considéré que du coup c'était pas le rôle du juge d'interpréter au-delà de la norme. Ça va être très intéressant. Rappelons quand même que ces situations-là d'intersexués, il y en a quand même 200 par an en France, en moyenne, et que l'Allemagne ou l'Australie sont des pays qui ont reconnu la possibilité d'inscrire dans l'état civil qu'on est de sexe neutre. Donc on n'est pas dans de la science-fiction juridique. Il y a une situation concrète, quand même 200 individus par année, au bout d'un moment, ça fait quand même un certain nombre à prendre en compte. Et ça va être intéressant de voir comment est-ce que la candidate va s'exprimer. Est-ce que il faut que d'une manière ou d'une autre, le droit reconnaisse, enfin en tout cas prenne acte d'une réalité. Ce sera intéressant. Madame, tu voulais.
Je pense qu'on pourra revenir dessus, mais en l'occurrence, le TG de Tours avait fait droit à la demande de monsieur. Bon, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Autant pour moi. Voilà. Et c'est la Cour d'appel d'Orléans, le 22 mars 2016, qui avait au contraire considéré que non seulement donc, le juge ne pouvait pas interpréter au-delà de la norme, mais que le comportement de l'individu, comme son apparence, ne correspondait pas à un sexe neutre. Et d'ailleurs, si on reconnaît le sexe neutre, cette logique d'apparence et de comportement social va être appelée à évoluer, si on vient, parce que c'est ça qui justifie la certains modification l'ont d'état déjà civil fait, du transsexuel. Mais Il y a certains pays qui l'ont déjà fait, hein, ils ont reconnu. Je pense à un Australien qui. oui, mais c'est ce que je dis. C'est pas vrai. Voilà, je venais d'indiquer que justement l'Australie et l'Allemagne avaient reconnu le sexe neutre. Non, l'Australie, c'était dans le cadre d'une affaire, c'est une situation particulière qui va parler. L'Allemagne l'a fait. Et il y a d'autres pays, notamment les Pays-Bas. Enfin, Et du coup, pour revenir là-dessus, sur la question notamment du sexe neutre, ce qui est très intéressant et rattaché au juridique, c'est que quand même le sexe, il faut reconnaître que ça fait partie des qualités, on va dire, inhérentes à l'individu, qui permet notamment d'être reconnu par le droit, d'en faire un sujet de droit, une personnalité juridique, puisqu'on considère, puisque c'est le nom, le prénom, le sexe, tout ça, parce qu'on considère que ce sont des choses immuables. Et là, ça pose la question de savoir si on veut changer de sexe, etc. C'est comme si, mais dans la posture, on peut très bien changer de prénom, etc. Mais à la base, il faut bien reconnaître que le sexe était considéré comme immuable, et donc c'était pour ça que le droit s'en servait justement pour reconnaître Oui, un individu. Et surtout pour cette question du sexe neutre, alors c'est vrai que la jurisprudence a admis le changement, la rectification du sexe à l'état civil dans certaines conditions. Et alors on peut se demander la chose suivante, est-ce que il faut instituer un sexe neutre par voie législative en partant de la considération suivante, c'est que en principe la loi c'est censé être une norme générale impersonnelle qui ne fait pas exception de personne. Et alors, le doyen Carbonnier disait que la loi n'est pas là pour légiférer sur des cas cliniques, donc des cas qui doivent être pris en charge sans doute par le droit, mais qui sont très peu nombreux. Est-ce que ça impose d'infléchir la législation applicable à tout le monde? 200 par an, au bout d'un moment, quand même, c'est pas insignifiant à mon sens. Ça. 200 Ah, par an, t'en imagine arrives à que une ça va minorité, donner quand quelque même. chose. C'est vrai que Céline Tcherchiko pose voilà, cette question, voilà, il faut légiférer ou est-ce qu'on peut laisser ça à la compétence du juge et justement, on va dire, par des cas. Oui, surtout sachant que c'est une situation qui est pathologique, c'est pas dans la nature des choses. Après, non, mais Ouais, ça, c'est la Non, nature ça, des il faut choses, pour revenir. Ça, c'est encore des débats, autre chose. Mais en restant sur le juridique, c'est vraiment de savoir. Voilà, s'il vous plaît, ici, pas sur en la même temps. question du juridique, c'est de savoir, voilà, est-ce que, comme d'ailleurs, s'il fait référence à l'article qu'on a donné à Bibou pour commenter, est-ce qu'il va falloir passer par la voie législative, légiférer, ou alors est-ce que c'est une question finalement qui concerne 200 cas, pourrait rester dans l'ordre de, voilà, c'est le juge qui. Et poser la question de savoir si finalement le juge peut être aussi. Après, ça c'est un débat. Est-ce un statut ou est-ce une malformation? Ça Et donc ça là, soulève du des coup, cas. mais ouais, donc là, on tombe dans une autre réflexion. Tout à fait. Mais qu'est-ce que le droit est censé refléter? Ouais, Voilà. Est-ce qu'on assiste à un troisième sexe ou à Et c'est là où une justement formation? il y a la théorie du genre qui apparaît et en fait c'est tout ce clivage parce qu'il y en a qui pensent que justement c'est pas une anomalie et Ouais. simplement bah, c'est Ça une débat, ouais. situation que l'on considère que l'on peut considérer comme anormale parce qu'on n'a jamais prêté attention à ça, on n'a jamais considéré comme normal, mais il y en a qui considèrent qu'effectivement ça relève d'une anomalie biologique. On n'aurait pas dû naître comme ça. Donc ça c'est même si en effet c'est pas des problématiques juridiques, mais c'est Oui, ça influe des sur questions ce sur genre. lesquelles on va pouvoir fonder à terme du droit. Parce que si on se posait, par exemple, si on considérait que c'était tout à fait naturel et que ça relève effectivement de la biologie que de naître parfois avec deux sexes, ou dans cette situation intergender, en fait, ben, finalement, peut-être qu'il n'y aurait pas cette question de savoir si on crée une case de sexe neutre ou Tout pas. à fait. Voilà. Ça serait intéressant. Je voudrais juste, à moins qu'il y ait d'autres observations, conclure cette introduction sur un point, parce qu'il va être temps d'aller la chercher. Je pense, à titre personnel, comme c'est quand même le fondement, l'origine des études du genre, quand même de faire part de quelques points de nos sensibilités, et j'espère que la candidate le fera ce soir, sur les inégalités qui subsistent toujours entre hommes et femmes. Pour moi, c'est un point essentiel. D'ailleurs, on parle trop facilement de journée de la femme, c'est la journée des droits de la femme.
Voilà, c'est ça, la journée, exactement. Jour- Journée internationale des droits des femmes. Voilà. Voilà. Et pas juste Journée internationale de la femme ou Journée de la femme, Voilà. parce que c'est très Des réducteur. droits, voilà, et- c'est et- des droits, j'insiste sur ce voilà, côté-là. c'est très réducteur. Donc on va pas refaire toute une statistique complète de la situation. La dernière fois j'avais parlé de Linguisticae, un youtubeur par rapport à, on avait eu une discussion sur l'Académie française avec majuscules. Cyrus North a sorti une excellente vidéo, Seriously, dans le cadre de ses chroniques Seriously, et il a parlé longuement des inégalités en femmes. Il y en a une, moi, à titre personnel, qui m'a choqué, c'est qu'on a un viol déclaré toutes les 40 minutes dans ce pays. Viol déclaré. Donc, Viol sur les femmes. voilà, oui. Ouais. Voilà. Donc, C'est des viols sur les hommes. ouais, quand j'ai vu ça, j'ai été un petit peu. Voilà, c'était pas une réalité à laquelle je m'étais confronté jusque-là. Ça fait prendre conscience quand même. Je pense qu'il faut en être. Il faut avoir ça en tête quand on aborde ces problématiques, ou d'autres comme l'égalité salariale. La France est au niveau de l'Azerbaïdjan quand même. Bon, ça pose quand même des soucis. Bon, voilà, enfin, des soucis évidemment, mais je pense que on a souvent un discours sur l'égalité homme-femme. Nicolas Sarkozy avait même fait, il me semble, ses vœux en parlant d'égalité homme-femme, donc c'est un discours qui est vieux, qui est ancien. Victor Hugo disait même, si je ne me trompe pas, il ne faut pas confondre parité et charité, donc c'est un débat qui remonte, ça fait plus d'un siècle. Et à force, on a peut-être un petit peu, voilà, comme on en a beaucoup parlé, on en perd un petit peu de sa substance. On va revenir à certaines statistiques qui sont fiables et qui font comprendre, encore une fois, de l'ampleur, et qu'en définitive, c'était il y a moins de 50 ans qu'on a un mouvement de libération des droits des femmes. Donc, je pense que ça sera important qu'elle en parle. Tico, un dernier mot? Oui, justement, on pourrait relier cette question d'égalité homme-femme avec le gender, parce qu'il y a plusieurs philosophes, notamment, qui s'inscrivent dans le courant féministe. Je pense par exemple à Judith Butler ou plusieurs philosophes américaines qui, pour favoriser l'égalité homme-femme, ont mis en avant cette idée de genre. C'est-à-dire que finalement, être homme ou femme, biologiquement, n'a pas d'importance et que c'est quelque chose de construit. Alors, est-ce que ce serait pas plus intelligent peut-être de se dire il faut avoir les mêmes droits pour les hommes et les femmes, une égalité, mais justement en faisant que chacun garde sa personnalité. Ah oui. Et en partant du principe que les hommes et les femmes sont totalement égaux, mais aussi totalement différents. Donc, égalité et équité. Des mots, madame Non, Après, je vais aller. tu étais en train de dire que le mouvement de libération de la femme, ça date d'il y a 50 ans. Non, je veux dire, Le mouvement des droits en suffragettes, France. c'était 1920-1930. Oui, bien sûr. Donc, Bien sûr. Non, ce que je veux dire, c'est la plus reconnaissance légale. L'ouverture des comptes en banque, la possibilité de travailler sans l'accord de son mari. C'est les années 60, les années 70, la loi IVG. Enfin, je veux dire, c'est rien à l'échelle temporelle. C'est très récent. Voilà, donc c'est vraiment là-dessus. Évidemment, voilà. Évidemment, je n'oublie pas des personnes comme Olympe de Gouges à la Révolution, ou même Victoria Woodhull, la première femme à se présenter à l'élection américaine. Et oui, non, ce n'était pas Hillary Clinton. Voilà, après Lincoln, il y a eu Victoria Woodhull. Et d'ailleurs, qui avait comme potentiel vice-président, ça va me revenir. Je crois que c'est Frédéric Douglass, un philosophe de couleur. Donc c'était un duo pour l'époque assez anodin. Donc voilà, Victoria Woodhull et Frédéric Douglass. J'espère que je ne me trompe pas sur mon philosophe, je vérifierai à la pause. Bien. Je ne sais pas si anodin était le terme que tu voulais employer, je pense. Non, mais à l'époque, si. Oui, anodin, oui. Voilà, Cocasse, qu'il n'y ait pas de doute. Hein. Voilà. Mais à l'époque, il n'y a pas le droit de vote des femmes aux États-Unis. Donc on parle de 1877, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est après Lincoln. Donc si on est bon, je vais aller chercher Pibou. Et ensuite, on va passer donc à son exposé et à l'entretien. On est bon? On revient de suite sur Radio Clémence, la radio qui papote CRFPA. Radio Clémence, la radio qui papote CRFPA. On est de retour sur Radio Clémence. Bibou est sorti de la cave. Comment c'était la cave? c'est froid. Mais j'ai pas autre chose pour mettre les candidats. Mais moi, c'était un endroit calme, qui n'a pas eu trop de bruit. Oui. Voilà. Donc, qui a pu bien préparer ce sujet. Et sans plus attendre, eh bien, je vais passer la présidence à Madame. Bien oui, nous sommes quand même le 9 mars, donc il faut un peu... Voilà, bon. On n'est pas le 8 mars, mais quand même, je marque le coup comme je peux. Eh bien, vous avez donc un quart d'heure pour présenter.
Et voilà, on fait ça et on passera à la suite par 30 minutes de questions. Bon courage à vous. Je remercie Madame la Présidente du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury. Il est bon de commencer cet exposé par la célèbre phrase de Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient ». Déjà, selon cette grande figure du féminisme français, on voit que l'identité n'est pas seulement sexuelle, mais elle est bien construite socialement, et Simone de Beauvoir nous montre bien qu'il n'y a rien de donné à ce niveau-là. Récemment aussi, il y a eu le développement des gender studies venus des États-Unis, dont l'icône est Judith Butler. Et du coup, cette nouvelle façon d'étudier le genre insiste sur la façon dont se construit le genre, qui peut être défini comme le sexe social, mais elle insiste aussi sur la déconstruction du genre. Et elle montre que le genre peut n'être ni masculin ni féminin, et qu'il y a aussi une revendication de la bisexualité, du transgenre et même du autre, ni féminin ni masculin. Mais on peut se demander qu'est-ce que ce débat qui paraît très sociologique a à voir avec le droit. Mais c'est bien que le lien qu'on peut faire, qu'à la naissance déjà des individus, le sexe est attribué. Avec l'article 57 du Code civil, il y a une énonciation de toutes les informations relatives à une personne qui naît, qui doivent être présentes dans l'acte de naissance. Et on voit bien qu'il y a le prénom, nom, date de naissance, heure, et bien sûr le sexe, donc qui apparaît comme assigné selon des caractéristiques physiques et médicales dès la naissance. Donc, d'un côté, on a cet aspect assez rigide du droit sur l'assignation d'un sexe, et on a aussi l'affirmation, comme je l'ai dit, des nouvelles questions de genre, et on a une revendication et une construction de l'identité sociale différente, et l'identité de genre, de sexe et des orientations sexuelles. Récemment, avec le débat sur le mariage pour tous, ces questions d'orientation sexuelle sont vraiment apparues centrales, bon, aussi sur le plan médiatique, mais surtout sur le plan juridique qui nous intéresse. Et il y a eu des risques de montée de discrimination, d'exclusion et une rediscussion autour de ces grands thèmes. Donc la question qu'on se posera, c'est de savoir si l'arsenal législatif en France, parce qu'on se fixera surtout sur la France, donc si cet arsenal législatif est suffisant pour protéger les personnes, quelle que soit leur identité sexuelle et leur identité de genre qu'elles revendiquent. Ce qui est plutôt la thèse qui est soutenue par le magistrat qui était interrogé et dont les paroles étaient rapportées dans l'article qui nous a été soumis. Donc, dans un premier temps, on verra qu'il existe un ensemble de principes et de textes protecteurs qui s'appliquent en France, qui émanent tant de la jurisprudence européenne et qui se sont inscrits dans la législation française. Mais on verra ensuite, dans un deuxième temps, que réémerge la question du genre et qu'elle pointe certaines lacunes du droit. Quand cette question réémerge, on voit poindre certaines lacunes du droit dont nous parlerons. Donc, dans un premier temps, un ensemble de textes protecteurs. Le plus fondamental dont on pourrait parler, c'est l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui dispose que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques, etc. Donc là, on a bien l'affirmation, le mot discrimination qui est textuellement présent et qui se rapporte au sexe, donc pas de discrimination par rapport au sexe.
Enfin, dans la législation française, comme le cite le magistrat de l'article, on a aussi au niveau pénal l'affirmation de la protection de cette discrimination et la sanction quand la discrimination est avérée. L'article 225-1 du Code pénal dispose notamment que toute discrimination opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation familiale, mais aussi il ajoute par rapport au texte de la HCDH des mœurs et des orientations sexuelles. Donc on n'a pas seulement le sexe, on a aussi les mœurs, les orientations sexuelles. Donc on pourrait dire que ça va plus dans le sens d'une protection des personnes aussi selon leur genre, et pas seulement selon leur sexe biologique, mais aussi selon leurs orientations et le genre qui s'assied. Donc, aussi, on voit qu'il y a une protection effective, par exemple dans la question du transgenre et des personnes transsexuelles, parce qu'en France, on autorise la rectification de l'état civil, qui est autorisé par l'article 99 du Code civil. C'est pas expressément dans cet article indiqué qu'on peut changer de sexe, mais il y a une jurisprudence de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 11 décembre 1992 qui justement pose les conditions de ce changement de sexe et vraiment énonce les conditions pour changer de sexe et parle vraiment du syndrome de transsexualisme. On y reviendra. Oui, donc on peut changer de sexe. Il y a eu aussi des cas par rapport à cette question du transsexualisme qui pointe les problèmes qui peuvent apparaître et des affirmations d'autres libertés et d'autres droits que celui de ne pas être discriminé. Et par exemple, on a la CEDH qui réaffirme sur cette question de la transsexualité le droit à la vie familiale et au respect de la vie privée et de la vie familiale. Donc voilà, on utilise ce thème du transsexualisme pour pointer du doigt certaines grandes questions et certains grands problèmes juridiques qui se posent et qui ont été réglés sur le plan des droits fondamentaux. Donc la CEDH, dans un arrêt de 2002, montre que le mariage montre ce problème de mariage autorisé ou non entre une personne qui a été d'un sexe et qui a changé de sexe et qui voudrait se marier avec quelqu'un qui n'est plus du même sexe que le nouveau sexe qu'elle a, mais qui est quand même le même sexe que son ancien sexe. Donc, ce qui reviendrait à dire que si, avant qu'elle ait changé de sexe, elle se serait mariée avec une personne du même sexe, ce qui peut être interdit dans certains pays, le mariage entre deux personnes du même sexe. Dans ce cas-là, la CEDH vraiment affirme qu'il y a un droit à ce que la reconnaissance du changement de sexe au niveau de l'état civil soit reconnue et qu'il y a un droit, une fois qu'il y a ce changement d'état civil, à se marier avec une personne qui avait le même sexe que celui qu'on avait avant. Donc en France, il n'y a plus vraiment ce problème qui se pose depuis l'adoption du mariage pour tous, de la loi qui autorise le mariage entre deux personnes du même sexe. Mais il est quand même important de montrer que sur cette question de la transsexualité, c'est bien là qu'apparaissent certaines lacunes du droit, et c'est sur la question du genre que rejaillit ces questions que le magistrat semblait euphémiser. Donc, je vais montrer, on parlera de
de ces lacunes du droit qui, dans un premier temps, peuvent être comblées. Et récemment, on a vu qu'avec la loi de novembre 2016 pour la République du XXIe siècle, le changement de sexe est facilité pour les transsexuels. Et il n'est plus seulement un régime jurisprudentiel qui datait de 1992. Donc aujourd'hui, c'est simplifié et il n'y a surtout plus d'aspect médical qui entre en jeu. Parce que dans la jurisprudence précédente, on avait la mention de pouvoir changer de sexe si on avait subi un traitement médico-chirurgical, donc vraiment un traitement qui suppose une opération ou la prise de médicaments, et aussi une transformation irréversible dans ce cas-là. Et la personne, comme j'avais dit, comme déjà cité, devait présenter un syndrome de transsexualisme. Donc on a vraiment une médicalisation du phénomène de transsexualité. Alors qu'aujourd'hui, même s'il y a toujours une procédure judiciaire pour changer de sexe, elle n'est plus médicale. Et c'est vraiment, comme on montrait par rapport à la définition du genre, le sentiment d'appartenir à un autre sexe ou genre qui est important. Oui, donc ce que la personne devra montrer, c'est qu'elle a toutes les caractéristiques de l'identité en fait qui ont changé. Son prénom, on voit qu'avec cette loi, avec la loi de novembre 2016, ça avait, même aussi le changement du prénom avait été facilité. Aussi la réputation, c'est-à-dire comment les gens considèrent la personne qui veut changer de sexe, et son comportement, donc la façon dont elle se ressent et la façon dont elle agit en société. Donc on a vraiment une réémergence de cette question du sexe social, donc du genre, qui apparaît dans cette réforme, et qui est prégnante. Mais même si on a certaines lacunes du droit sur cette question qui ont été comblées, on a toujours de nouvelles questions qui réémergent et qui sont liées au genre, à la transsexualité. C'est les questions de procréation médicalement assistée, de gestation pour autrui, toutes ces questions qui sont vraiment liées à la réforme du mariage pour tous, du mariage de personnes du même sexe, et à cette question de transsexualité énoncée. Donc logiquement, la PMA est autorisée pour les couples mariés ou concubins. Mais donc avec l'autorisation du mariage de deux personnes du même sexe, on aurait logiquement une autorisation de la PMA pour les couples homosexuels féminins, parce que ce serait de l'insémination, de gamètes, etc. Mais se pose toujours la question de la procréation, ou en tout cas du fait d'avoir un enfant pour les couples homosexuels masculins, parce que dans ce cas-là, la procréation médicalement assistée n'est pas possible techniquement. Et donc du coup, on a la question qui se pose de l'ouverture ou non de la gestation pour autrui. Mais en France, c'est toujours interdit, notamment justifié par le principe d'indisponibilité du corps humain. Et la CEDH, par rapport à cette question, laisse vraiment une marge d'appréciation aux États. Et par exemple, en Italie non plus, la gestation pour autrui est interdite, même si on reconnaît, par exemple, dans un arrêt de la CEDH de 2001, qu'on peut être sanctionné pour ne pas avoir respecté les lois du pays et avoir procédé à une GPA à l'étranger, et cette sanction peut
prendre la forme du refus d'inscrire à l'état civil l'enfant né à l'étranger, même si les droits de l'enfant doivent tout de même être une priorité, rester une priorité. Donc de grandes questions qui se posent à ce sujet, encore des questionnements et peut-être des évolutions au niveau du droit. Et on voit aussi peut-être une question qui pourrait émerger de la sensibilisation ou de l'éducation à ces questions qui deviennent vraiment des questions juridiques et sociétales. Et donc se questionner sur l'échec de la réforme des programmes de l'école lancée par Najat Vallaud-Belkacem qui a subi une levée de bouclier sur cette question toujours sensible sur laquelle j'ai pu vous exposer. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé. Avant de passer aux questions, Voici, mais après. Ou après peut-être, on fera ce point-là si tu veux. on fera donc une chronique juridique qui sera faite par On va en parler. on va en On reste parler. concentré sur les 30 minutes. C'est gentil. Tout de suite après le débrief, on en parlera. Bien si sûr. D'accord, ok. Voilà, c'est d'abord là, on se consacre à fond Voilà. sur Bibou. Voilà. Pardon, ça y est. Donc on passe aux questions. Merci Voilà. beaucoup pour votre intervention orale. Et je cède la parole à notre éminent ami. Oui, tout à fait, toi. D'accord. Alors, plein de une questions. question à la fin. Alors, ça peut être des questions précises, Madame la Présidente. Alors, une question. Alors, c'est intéressant, vous avez parlé de l'arrêt de la CEDH concernant l'Italie. Est-ce que vous avez vu qu'il y a un arrêt plus récent sur l'Italie et la GPA? Alors, est-ce que quelqu'un l'a vu? Peut-être on peut dire quelques mots, on reverra plus tard. Si tu l'as, vas-y. Alors, c'est un arrêt. À ma grande confusion, j'ai oublié le nom de cet arrêt. Mais, donc, dans un arrêt récent, la CEDH tout simplement admet, elle estime que la législation italienne n'est pas contraire à la Convention, qui permet de retirer l'enfant aux couples commanditaires qui ont fait la GPA. C'est l'arrêt Paradiso et Voilà. compagnie. Tout à fait. Merci. Mais c'est celle-là que j'évoquais, en tout cas sur laquelle je me reposais. Mais elle réaffirme quand même que les droits de l'enfant doivent être premièrement pris en compte. Et là, si on autorise le retrait de l'enfant, c'est parce qu'il a passé très peu de temps avec ses parents adoptifs et parce qu'il a été plus longtemps placé en famille d'accueil. Mais sinon, je pense que elle autorise ces sanctions de la part de l'État, mais elle réaffirme aussi les droits de l'enfant. Une autre question. Alors aussi, je trouve que c'est très intéressant de parler des facilités qui sont accordées dans le domaine de la procédure de rectification de l'état civil relativement au sexe. Alors, puisqu'on a laissé de côté les aspects médicaux, est-ce que selon vous, il n'y a pas, puisqu'on se fonde, alors je vous cite, sur le sentiment d'appartenir à l'autre sexe, qui est la définition du syndrome d'hétérosexualisme, est-ce qu'on n'a pas un peu un risque finalement d'avoir une certaine, je le dis mal, mais une certaine autonomie de la volonté dans le domaine de l'état civil? Donc concrètement, ma question, est-ce que l'état civil devient disponible en définitive? Il me semble qu'il devient disponible pour certains aspects qui sont remis en cause depuis un certain moment. Il est remis en cause pour le nom, le prénom également. Mais bon, il me semble que sur les choses essentielles,
qui permettent la définition de l'identité d'une personne, l'état civil reste quand même quelque chose de structurant, qui n'a pas vocation à être modifié intempestivement. C'est pour ça qu'il y a tout de même des procédures pour le modifier. On ne peut pas seulement le faire par internet. Voilà. Et heureusement, dirons. Bon. Mais en tout cas, ça permet de le changer sur certains aspects qui sont discutés depuis un moment. Et le droit doit aussi prendre en compte ces changements sociétaux. Et il semble que c'est ce qui se passe au niveau de l'état civil actuellement. Et alors juste peut-être pour finir une dernière question, est-ce qu'on ne se trouve pas un petit peu dans cette situation, puisqu'on ne demande plus de garantie médicale, est-ce qu'on n'est pas un peu dans cette situation où la personne qui doit remplir une condition va être la seule à pouvoir évaluer si cette condition est remplie? Après, ils utilisent une sorte de faisceau d'indices pour savoir si la personne vraiment peut être considérée comme appartenant à l'autre sexe. Parmi ces faisceaux d'indices, il y a la réputation. Donc il y a comment les personnes perçoivent, comment l'entourage perçoit cette personne. Donc il semble qu'une personne ne pourra pas délibérément changer de sexe alors que tout son entourage, ou même des gens ne le connaissant pas, aurait tendance à penser à être confus et à penser qu'il appartient à l'autre sexe. D'accord. La parole est à Quibi. Oui. Je ne me trompe pas, Quibi. Oui. Alors, j'ai plusieurs questions pour vous. Est-ce que vous connaissez Anne Gaiby Odiel? Il s'agit du premier mannequin intersexuel et qui est représentant d'un mouvement qui permet de faire reconnaître les droits aux personnes intersexuelles. Vous avez vu le film The Danish Girl? Non. Non, mais vous connaissez un peu l'histoire? Il me semblait que c'était l'histoire d'une relation lesbienne. En fait, il s'agit de l'histoire d'un homme qui sent appartenir au sexe opposé. Et en fait, ça raconte l'histoire de la première opération chirurgicale pour un transsexuel. Il mérite l'Oscar. Connaissez-vous un pays où le sexe inconnu ou le sexe neutre est reconnu? C'est-à-dire qu'on peut changer l'état civil d'une personne. Il me semble que j'ai lu qu'en Allemagne, on pouvait changer sur l'état civil et ne pas être ou masculin ou féminin, mais aussi neutre si on se reconnaissait dans aucun des deux. Vous connaissez aussi un pays où l'intersexualité, l'androgynisme est-il ancré dans la culture populaire au-delà du droit, voire même dans la culture locale? En Asie du Sud-Est? La Thaïlande? Non, c'est lorsque vous voulez changer de sexe, il faut trouver nécessairement un fondement juridique, un fondement textuel, ce serait lequel? Une liberté fondamentale. La liberté. Oui, mais il faut que vous soyez plus précis. La liberté qui est l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Oui. On est libre. Dans le Code civil. Un article qui permet de dire chacun a le droit de faire ses propres choix, parce que ça nous concerne seulement nous, ça concerne seulement le sujet. Le droit au respect de la vie privée. Vous avez parlé de Simone de Beauvoir. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Qui était son compagnon? Elle a écrit Le deuxième sexe et son compagnon, c'était Sartre, Jean-Paul Sartre. Elle a aussi participé à une grande décision du Conseil constitutionnel au début des années 70 où
Vous voyez de quoi je parle? Sur la dépénalisation de l'avortement Non. du Conseil constitutionnel? Oui. En 1971. Non, c'est pas. Non, je sais pas. Donc moi, pour une question qui rejoint un peu celle qu'avait posée Chico, à votre avis, pourquoi dans l'état civil, c'est le nom, le prénom, et notamment le sexe, qui sont les qualités, enfin les caractéristiques choisies pour que le droit puisse reconnaître une personne, pour qu'une personne soit reconnue par la sphère juridique, pourquoi à votre avis c'est ces qualités-là de la personne, ces caractéristiques-là qu'on prend en compte, et pas, je sais pas, la couleur des cheveux? Dans certains pays, par exemple, il y a la religion qui est dans l'état civil, en Grèce, en Israël. À votre avis? Le nom et le prénom, c'est essentiellement pour la filiation, il me semble. Ça permet de donner une identité à quelqu'un pour qu'on puisse le reconnaître, aussi dans tous les documents administratifs. C'est pour ça qu'il y a un droit reconnu à l'identité et à l'attribution d'une identité à chacun. C'est pour que dans tous les moments de la vie, et surtout sur le plan administratif, on soit reconnu, on nous donne les droits auxquels on peut prétendre. Ça, je suis tout à fait d'accord, mais la question c'était pourquoi le sexe, pourquoi le nom, pourquoi le prénom? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, enfin, qu'est-ce qu'elles avaient du moins de particulier? Pourquoi, à votre avis, le droit a choisi ces caractéristiques? C'est peut-être parce qu'elles ont un caractère particulier. Parce qu'elles permettent notre reconnaissance, elles sont normalement individuelles aussi, après pas le sexe, mais ça permet de nous mettre de nous catégoriser. Et au niveau de l'affiliation, c'est pareil, de nous catégoriser. D'accord. Et ensuite, j'ai une deuxième question qui se rapporte plus au texte, justement. Il y a cette phrase qui était mise en gras, juste je la relis: la loi interdit la discrimination à raison de l'orientation, à ma connaissance, elle est appliquée poursuit un pénaliste, donc enfin, un procureur. En revanche, je ne vois pas quel texte le terme identité de genre se réfère. Or, pour appliquer une sanction, il nous faut une loi. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Est-ce qu'à votre avis, justement, il faut légiférer, ou est-ce que le juge, finalement, pourrait peut-être être comme un créateur de normes ici, et au cas par cas, se référer peut-être à l'identité de genre, sans pour autant que ça fasse l'objet d'une loi, puisque comme disait, je crois que c'est Montesquieu, le juge est la bouche de la loi, mais est-ce qu'au final, quand on regarde le droit d'aujourd'hui, est-ce que finalement on peut pas dire que le juge il se détache un peu de ce rôle-là qu'il avait, et finalement des fois c'est même lui qui l'a créé, la loi. Il me semble qu'on pourrait avoir les deux options, ou une jurisprudence qui s'affirme et qui reste constante et ferme. Après, sur des questions aussi sensibles, et dont on peut avoir des interprétations aussi divergentes, peut-être que légiférer serait une bonne chose pour vraiment imposer un sens qui serait suivi par les juges, et notamment le juge pénal qui est très, très attaché à la légalité des peines, et qui se détache peu des textes. Non, pour l'instant pas d'autres questions. Une question, toujours pour rester sur le document. Pourquoi est-ce qu'on a demandé aux magistrats de suivre cette formation? Quel était le problème qui entourait la thématique de l'identité de genre? Il me semble que c'était plutôt un contexte social en général, en France à ce moment-là, et qui continue actuellement. Et justement, j'avais parlé un peu de la levée de bouclier par rapport à plusieurs initiatives du gouvernement, comme mettre en place, changer les programmes qui a été vu par certains comme l'enseignement de la théorie du genre à l'école, et surtout à mon avis la réforme récente et l'autorisation du mariage des couples homosexuels. Et
Vous avez des exemples de discrimination qui portent sur le genre? Oui, ça peut être de ne pas attribuer un emploi parce que la personne est transsexuelle ou a des orientations sexuelles qu'on connaît et qui nous déplaisent, ou ne pas vendre un bien. Donc, si je vous ai bien suivi, le juge n'est pas appelé à être un créateur de normes. Il est là pour interpréter. Il peut être créateur de normes, mais si on veut une... si on ne veut pas lui laisser, en tant que législateur, le bénéfice de lui-même créer la norme, on crée une norme législative, et après il peut être créateur de normes, le juge. Créateur de jurisprudence, en tout là cas. c'est très intéressant. Mais Par quel biais le juge crée-t-il de la norme? par sa jurisprudence. Plus précisément, la Par ses jurisprudence. décisions, Qu'est-ce qu'il fait le juge quand il rend une décision de justice en définitive? il interprète aussi la loi. L'interprétation. Mhm. D'accord. Vous avez des exemples jurisprudentiels où précisément un texte, je sais pas moi, bleu ciel, et le juge a dit ben, en fait non, c'est rouge, en citant pourtant ce texte? Il dira plutôt que c'est bleu foncé. Non, non, Plutôt. Ah. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Non, pas de problème. Est-ce que le juge représente la souveraineté nationale? Non. Mais la justice, elle est rendue au nom de qui dans ce pays? Au nom du peuple français. De la nation française. Du peuple français. Oui. Enfin, pour moi, une dernière question. C'est ce que je vous souhaite, mais est-ce que vous serez avocate? Oui. Vous serez avocate? Oui. Madame la Présidente? Alors moi j'ai quelques petites J'exercerai la profession d'avocat, mais je ne serai pas avocate. d'autres petites questions. Donc, de manière plus générale, pourquoi dans le document il est évoqué le fait que les magistrats ont peu apprécié l'espèce de convocation de Madame la garde des Sceaux à cette journée de formation? Ce que on peut lire à la fin de l'article, c'est que tous les magistrats ont été convoqués, pas seulement les magistrats du parquet, et les magistrats du siège affirment qu'ils ne dépendent pas autant que les magistrats du parquet du ministère de la Justice. Donc je pense qu'ils voient ça un peu comme un abus d'autorité, et que ce type de formation est pas en lien concrètement avec leur rôle de magistrat, et d'être convoqués. Ils apprécient peu souvent d'être convoqués à Paris pour des choses qui leur semblent en dehors de leurs préoccupations quotidiennes. Ok. Par rapport à la question du transsexualisme, on évoque le principe du droit au respect de la vie privée. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi, selon vous, on invoque ce principe-là. Parce que... En quoi la problématique du transsexualisme pose un problème par rapport au droit au respect de la vie privée? Parce que l'orientation sexuelle, la pratique sexuelle, ça a vraiment à voir avec notre vie privée, avec avec la vie privée, et que quand on ne reconnaît pas ce droit-là, ou cette liberté-là, on va dire, justement on influe sur la vie privée, et on la restreint en fait. On ne permet pas aux personnes
de s'épanouir dans ce cas-là sur leur plan sexuel et identitaire, parce que du coup, dans le genre, Ça veut dire que ça parle plus limite de la pratique sexuelle? Non, ça limite leur... Justement, c'est plus seulement le sexe, c'est aussi tout ce qui... Enfin, le sexe social, donc tout ce qui les représente, et du coup, ça les limite en tant que personne dans leur identité, en fait. Et donc, le fait qu'on les empêche de changer de sexe sur l'état civil, en quoi ça viole la vie privée? C'est plus le cas, mais il y avait tout le problème du mariage. Et après, il y a... Mais moi, je comprends par rapport à la violation de la vie privée. Quel est le problème, finalement? On ne peut pas faire tous les actes qu'on laisse à une personne libre si on n'est pas en adéquation, si toujours n'importe quel acte qu'on fasse, on nous rappelle une identité qu'on considère ne pas être la sienne. Je pense qu'il y a aussi l'aspect de violence symbolique là-dedans. C'est que dans tous les actes de notre vie quotidienne, dans notre vie, qu'elle soit publique ou privée, on a sans cesse ce rappel de notre identité assignée qui n'est pas celle qu'on veut. Très bien. Autre question, c'est par rapport donc à la circulaire du 28 octobre 2011, et notamment l'article, le point 55, qui précise donc et qui conseille par rapport aux situations dites exceptionnelles de problèmes d'intersexualité. Donc il est dit expressément que dans certains cas exceptionnels, le médecin estimant ne pas pouvoir immédiatement donner une indication sur le sexe de l'enfant, il est possible, avec l'accord du procureur de la République, qu'aucune mention sur le sexe de l'enfant ne soit initialement inscrite dans l'acte de naissance et qu'il conviendra de définir ce sexe-là ultérieurement par décision de justice. Et ça rejoint en fait l'article 57 du Code civil que vous avez cité, et où il est question justement d'une obligation vous n'avez pas cité ça, vous vous êtes trompé, mais c'est l'obligation de rattacher la personne à l'un des deux sexes. Et moi, je voulais savoir si, selon vous, quel était le problème et si finalement ce point-là ne violait pas justement l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. De ne pas attribuer le sexe tout de suite. L'obligation, et si tout ça était cohérent, et si finalement ça ne portait pas atteinte à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il semble que si à la naissance on a besoin d'un état civil pour attribuer une identité à quelqu'un, juste au niveau administratif. Donc, il semble que quand cette question du sexe ne pose pas de difficulté à première vue, il me semble que c'est pas une violation de l'inscrire. Après, il y a une violation de la vie privée à partir du moment où la personne est consciente d'elle-même et qu'elle peut opérer ses choix, et que dans ce cas-là, on l'autorise à faire ce changement. Sinon, on pourrait aussi penser à ne pas inscrire le sexe jusqu'au moment où la personne est en état d'être conscient de son genre, et dans ce cas-là, l'inscrire a posteriori. Mais c'est pas la façon dont le droit s'est mis en place et dont la procédure d'état civil a été formalisée. Et je pense que tant qu'il n'y a pas interdiction de changer ce sexe assigné à la naissance, il ne me semble pas qu'on viole l'article 8 de la CEDH. Mais est-ce que vous ne trouvez pas finalement que le simple fait de devoir inscrire un sexe sur l'état civil, ça ne relève pas simplement de la violation de la vie privée? Est-ce qu'on est obligé de se définir sur le plan sexuel pour finalement avoir une identité? Est-ce que sans avoir à définir ça, on ne serait quand même pas quelqu'un? Il y a un sujet de droit à part entière. Si, justement. Et je pense que c'est une grande part de toutes les revendications du féminisme actuel. Et de plus avoir à déterminer un sexe, d'être libre un peu sur cette question. Après, il semble que ce soit des modifications qui se feront petit à petit, se feront peut-être ou pas. D'ailleurs, c'est quoi le féminisme?
revendiquer les droits de la femme et combattre pour c'est être conscient il me semble, des inégalités qui existent ou encore, et vraiment d'être engagé, pas seulement pas engagé sur le plan qui peut être un engagement militant et au niveau des actes, mais être féministe, c'est aussi être engagé sur cette question au niveau de ses réflexions, et vraiment d'être conscient du besoin de penser et de faire respecter le droit des femmes. Quand on parle... Est-ce que vous pouvez me donner des exemples sur des inégalités persistantes entre les hommes et les femmes dans le droit Il y en a surtout, celle qui revient souvent, c'est l'inégalité de salaire entre les hommes et les femmes. À même poste, on ne parle pas seulement des inégalités des inégalités salariales qui seraient justifiées par le fait que les femmes ont souvent des postes de moindre encadrement, même si ça aussi c'est une inégalité persistante en fait, parce que beaucoup justement de mouvements féministes ont montré que si les femmes prenaient moins de postes à hiérarchique, à responsabilité, c'est aussi parce qu'elles se prédéterminaient en fait à ne pas occuper ces postes. Voilà, bon, ça c'est une inégalité qui existe toujours. Et après, vraiment concrètement, les inégalités qui sont vraiment à combattre, qui sont combattues actuellement, c'est vraiment, oui, les inégalités de salaire entre deux postes exactement égaux, et il y a encore 20% de différence de salaire. Ensuite, voilà, c'est un exemple concret. Comment vous écrivez droit de l'homme, enfin homme particulièrement, s'il vous plaît? Avec un H majuscule. Majuscule, et Oui. quelle est la différence s'il n'y a pas de majuscule ou non? Qu'est-ce que ça implique, la majuscule? Homme avec un majuscule, en fait ça renvoie au genre humain. C'est plutôt humain en fait que homme. Et alors que l'homme avec un H minuscule, c'est justement le genre, le sexe, le genre. Oui, alors moi aussi j'ai une question. Je trouve que c'est important et c'est intéressant de parler de féminisme, mais justement pour défendre les droits des femmes, il faut partir du principe qu'il y a des hommes et des femmes, et qu'il y a des inégalités qui frappent les femmes malheureusement. Mais est-ce que c'est pas antinomique de vouloir parler de féminisme et en même temps de vouloir nier qu'il y a un sexe, en disant que c'est juste une construction sociale? S'il n'y a plus d'hommes et de femmes et que c'est juste une construction, finalement il n'y a plus d'inégalité entre qui que ce soit. Oui, en fait c'est tout à fait l'évolution du féminisme en fait, et qui peut être contestée par certains ou accréditée par d'autres, que le féminisme surtout par exemple de Simone de Beauvoir, c'est un féminisme qui ne déconstruit pas les genres, qui reste mais c'est aussi un féminisme qu'il faut replacer dans son époque, de conquête simplement de la dépénalisation de l'avortement. Et donc, oui, il y avait encore ces catégories hommes-femmes et le besoin et le combat pour l'égalité entre les deux sexes. Après, je pense qu'on est passé à une deuxième étape du féminisme, qui est le féminisme de la déconstruction des genres. Et là, ça serait, oui, militer pour qu'il n'y ait plus cette différence entre hommes et femmes. Après, il y a aussi la revendication des autres. Après, est-ce qu'il n'y aurait pas du coup la discrimination entre les gens qui ont un sexe assigné homme-femme et les gens qui n'ont pas de sexe assigné? Je pense que le niveau de la discrimination arrive dès qu'on met une catégorie. Donc, Alors, oui, vous avez parlé, parmi les sources fondamentales du droit des femmes, vous avez parlé notamment, et à très juste titre, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Est-ce que vous pouvez me citer un texte, le premier texte constitutionnel français à avoir abordé la question justement, qui a proclamé l'égalité des hommes et des femmes? La déclaration
des droits de l'homme et du citoyen, qui pose dans son article 1er que les hommes naissent libres de droits. J'ai pas exactement compris la question. Alors, je vais peut-être la reformuler parce que quel est le texte constitutionnel qui a affirmé que les hommes et les femmes, je ne parle pas des hommes citoyens, à une époque où il n'y avait pas le suffrage universel comme on le connaît aujourd'hui, mais qui a vraiment fait, on va dire, qui a proclamé, le terme n'est pas celui de la parité, mais qui néanmoins a élevé l'objectif constitutionnel, qui a même affirmé que les hommes et les femmes, en tant qu'individus à part entière, devaient être des citoyennes à part égale, à part entière. Je dirais que c'est la réforme constitutionnelle de 99. Le droit de vote des femmes. Ah, le droit de vote des femmes. Non, c'est pas texte constitutionnel. Mais c'est dans quelle année 48. 1948. 1948. La modification est due en 44, le premier vote en 46. Et du coup, nous étions sous quel régime? La 4ème République. Donc, c'est en effet dans le préambule de la Constitution de la 4ème République, on trouve la première référence constitutionnelle à cet effet. Moi, j'ai une question. Je voudrais savoir si vous savez combien il y a de femmes qui sont rentrées au Panthéon. Je dirais une. Laquelle alors? Je sais pas, mais j'avais entendu parler d'une. Et une dernière question. Est-ce que vous pouvez me donner le sexe de l'auteur George Sand? C'est une femme. Son prénom, peut-être. Je sais pas. Non. Aurore Martine Dupont-Dupin. Alors, nous allons finir. Ouais, voilà, l'entretien est terminé. Je vous propose, après tout, on n'en fait peut-être pas assez dans la Radio Clémence, peut-être une pause pour laisser Bibou, par exemple, s'aérer. Et ensuite, on revient tout de suite après pour faire le débrief. Voilà, donc on va s'accorder peut-être 5 minutes de pause et on revient très vite. Non mais attends mon con, si tu penses qu'il suffit de miser sur son physique et sa belle gueule le jour du grand taux du CRFPA, tu te fourres complètement le doigt dans l'œil. Sinon les mecs de Radio Clémence auraient fait de la télé. Alors tu vas te repeigner, puis tu ramènes ton cul. Vous êtes sur Radio Clémence, ce jingle est spontané. De retour sur Radio Clémence, et nous allons procéder maintenant au débrief de Bibou. Déjà, alors il me semble que c'était du coup ta première expérience de grand oral ou tu l'avais déjà fait au cours de l'IEJ? Non L'IEJ, non. Voilà, donc c'était ton tout premier. Donc, traditionnellement, on fait d'abord la forme, puis ensuite le fond. Sauf que sur la forme, on sera tous d'accord pour dire à quel point elle est à l'aise à l'oral. Ouais. Voilà. C'est bien. À l'aise, il n'y a rien à redire. C'est une élocution qui est claire, limpide, qui appelle pour moi à quelques petites touches à la fin, un petit peu de lyrisme, un peu des points d'éloquence. Mais tu as le socle qui fait que voilà, tu es à l'aise et au final, t'as 90%. Moi, tes remarques là-dessus? Moi, j'ai bien aimé votre capacité à... Tu peux tutoyer maintenant. Hein. Ah non. Reste dans le personnage. À essayer de rebondir et à prendre le temps, en fait. À pas forcément vous précipiter ou même à vous auto-censurer. Parce qu'à un moment donné, vous faisiez ça. Vous alliez dire quelque chose, vous sentiez que ça allait être une bêtise, vous vous arrêtiez. On aurait pu se dire ah mais c'est pas cool, elle a pas fini sa phrase, mais finalement ça montrait que vous étiez capable de vous réguler, de vous dire que c'était peut-être pas nécessaire de continuer. Moi j'ai trouvé ça bien. Je trouve que vous vous laissez suffisamment de temps de pause. Des fois vous vous taisez, vous réfléchissez. C'est très bien. Et ça évite la précipitation, ça évite de se tromper et ça permet de reposer un peu le débat. Et je pense que souvent les candidats ont peur de le faire, mais vraiment je pense que c'est une qualité. C'est très apprécié à Toulouse. Ouais, c'est bien. Ça veut dire que vous savez que c'est un débat important, vous prenez le temps de la réflexion. Il y a effectivement des questions auxquelles on ne peut pas répondre du tac au tac. Et vraiment, c'est appréciable. Et puis voilà, vous raisonnez à haute voix. Généralement, vous essayez de peser vos mots, même si ce n'est pas forcément tout le temps les bons mots. Mais vous êtes quand même relativement précis dans les mots que vous employez. Et ça, c'est une qualité en termes de rigueur juridique. Parmi des mots qui, moi, quand on parlait de Danish Girl, histoire lesbienne, peut-être une histoire homosexuelle, peut-être on parlait des thèmes. Je sais pas. C'est une histoire lesbienne, c'est une histoire lesbienne. Hein. Ah. Queen. Oui, pour avoir vu le film, oui. Il y a juste une petite scène, mais après. J'en profite pour préciser qu'il y a eu un Oscar
sur Danish Girl. Il y a eu un Oscar du meilleur second rôle. Je l'avais pour Alicia Vikander. Ah, Voilà. la Donc, nouvelle Tomb Raider. voilà. Pour meilleur second rôle féminin. Ouais, Voilà. mais Il y a eu un Oscar. amplement Et plusieurs nominations. amplement mérité. Du reste sur la forme. Donc, ça a duré un peu plus de 15 minutes, il me semble, Non, l'exposé. c'est 15 minutes. Oui, par contre, ça, je pense qu'il fallait faire attention parce que Ouais. vous aviez vu le chrono et j'ai eu le sentiment que vous faisiez tout pour atteindre les 15 minutes, alors que techniquement, à la fin, vous saviez très bien que vous racontiez ce qui vous passait par la tête, mais que c'était pas super cohérent. Franchement, il vaut mieux, je pense, s'arrêter à 13 minutes et faire un truc net plutôt que forcer jusqu'à 15 minutes. Ouais. Le but, Ou alors- c'est 13, 15, ça sent la longueur en fait. On Ah. peut, ouais. Après, il y a une technique qui est pas mal. Quand vous sentez que vous n'avez finalement plus rien à raconter et que vous voulez quand même attendre les 15 minutes ou que vous êtes à 12 minutes, vous faites un résumé de ce que vous avez déjà dit. Un espèce voilà, de résumé global. Voilà, on a parlé de ça, on a parlé de ça, on a évoqué telle grande liberté était mis en jeu également. Et voilà, et vous faites un résumé et ça finit nettement. Ça, c'est pas mal, comme ça. Au-delà de l'élocution, du temps de parole, sur la forme, la méthodologie, le plan, problématique, tout Ouais. ça, si vous voulez vous exprimer. Il y a une autre chose que je Ah, voulais pardon. dire, c'est à un moment donné, vous avez, Clémence vous a posé une question, vous avez dit non, comme ça, brutalement. Et voilà, ça allait parce que vous avez vite repris la parole après, mais on aurait pu vous la retirer, la parole. Et dans ce cas-là, vous allez vous retrouver bloqué. Et je pense qu'il faut éviter de dire non. Il faut toujours essayer de laisser une porte ouverte, ou alors vous faites comme vous aviez fait dans votre exposé. Vous aviez essayé d'envoyer un peu vous aviez un peu la pêche sur le mariage pour tous pour qu'on essaie d'en parler avec vous, je pense. C'était peut-être un peu votre idée. Voilà. Donc essayez de laisser toujours une porte ouverte, pas fermée comme ça, brutalement. Parce que ça peut être mal interprété. Ouais, moi pour revenir sur la forme, bon, moi, je rejoins sur la question de l'élocution, etc., que c'était plutôt clair. Après, sur les questions des canons méthodologiques, bon, il y a problématique qui abrège au bout de 5 minutes, donc l'intro, vous avez respecté 5 minutes et 10 minutes de développement. Moi, alors, c'est vrai que on peut le souligner, que ce soit la problématique ou du moins le plan, tu l'as plutôt bien amené, et puis c'était très clair. On a de suite réussi à discerner quelle était tes deux grandes parties, quelle était la problématique. Voilà, tu as bien insisté sur l'annonce du plan, ça c'était bien. Donc, du coup, il était très facile de voir la construction de ton plan. Moi, j'ai trouvé en plus le plan plutôt logique. Moi, je trouvais plutôt bien adapté. Peut-être le seul reproche, c'est peut-être t'as peut-être pas assez fait référence au texte parfois, finalement. Je sais même pas si. Si, plusieurs fois, elle a cité Ouais. le magistrat. Qui était- Ouais, mais peut-être des fois, au final, c'est pour ça qu'après on a posé la question, que je t'ai posé la question sur la question du juge, etc. Peut-être que, voilà, j'aurais voulu que tu fasses plus référence au texte, même si c'était intéressant ce que tu as dit, des fois tu t'en Peut-être es toucher peut-être un un peu mot trop sur détaché. la personne qui est dans le titre, Madame Taubira. Ouais, voilà, enfin, et puis je sais pas si tu l'as présenté finalement le document. Si tu as dit d'où il venait, peut-être qu'il fallait aussi, voilà, puis ça reste quand même un commentaire, finalement l'exercice c'est quand même un commentaire. C'est vrai. Donc il faut quand même savoir de quoi on commente. C'est peut-être le seul reproche que je pourrais te faire, et après sur le reste, non, tu as cité pas mal de grands textes, etc., tout ce qu'on attend finalement, fait référence à des libertés, donc sur ce point de vue-là, je pense que le contrat il est un peu rempli. bien. Après, on sentait que des fois, il y avait un peu pas du cafouillage, mais vraiment des approximations. Oui, enfin, il y a eu notamment Il y a eu- un atterrissage difficile. Il y a eu un silence prolongé sur la fin d'une phrase. Je ne sais plus comment ça s'est terminé. C'était assez. On a tous Mais- souri. Mais bon, ça c'est presque. C'est tellement humain que c'est pas quelque chose de négatif. C'est au contraire, ça te rend naturel. Ouais. Donc, je trouve que voilà, c'est. Voilà, et le fait que c'était pas déstabilisé par la suite, parce que tu aurais pu être mal à l'aise après avoir eu ce petit incident. Et en fait, non, pas du tout. Donc, ça t'a rendu. T'étais à la fois à l'aise et naturel. Toi, t'aurais pu être à l'aise et théâtral. C'est pas le cas. Donc, ça, c'est une bonne chose. Alors, moi, ce que j'aurais à dire sur la forme, alors, c'est vrai que c'était bien, c'était un exposé intéressant. Sur la forme, peut-être simplement deux choses. J'ai trouvé que, d'une part, il y avait quelques confusions, justement, pas sur des questions juridiques, donc c'est vrai que c'est pas très grave, mais sur des questions de fait. Et j'ai repéré notamment deux choses. Les faits de l'arrêt de la Cour européenne de 2002, c'était particulièrement confus. Je pense que ça aurait été beaucoup plus simple de dire quelqu'un qui est marié avec une personne du sexe opposé, qui a changé de sexe, maintenant qu'en est-il? Et là, en fait, l'explication était un peu longue et un peu confuse. Et pareil pour l'article 225-1 du Code pénal, on avait du mal un petit peu à voir quelle était
la place qui était faite dans ce texte de loi, la place qui était faite au sexe, au genre et à l'orientation sexuelle. Vous trouvez qu'il y avait quelques confusions. Et après, au niveau du vocabulaire juridique aussi, alors, pardon de contredire notre présidente, mais c'est que notamment, tu as employé 3 fois l'expression mariage pour tous. Et en fait, c'est une expression médiatique, et donc qui dans le langage commun est souvent employée, et qui n'est pas du tout juridique et qui ne correspond pas à l'intitulé de la loi de 2013. Donc, pour la forme. On est bon sur la forme? Ouais, je peux peut-être que... Bon, on passe au fond? Très bien. Sur la forme, pour revenir, parce qu'on a parlé que de l'exposé, mais c'est vrai que même sur les questions, je t'ai trouvé plutôt à l'aise. On sent que même si bon, des fois, tu n'avais pas fait la réponse, tu as au moins essayé de chercher de construire un raisonnement, et je pense que ça c'était bien de ne pas faire. Voilà, donc des fois, on ne sait pas du tout, des gros blancs, etc. Tu as toujours essayé du moins meubler, essayer de trouver un raisonnement. Puis tu es toujours quand même resté relativement neutre, dans le sens où, voilà, moi je trouve que tu amenais ce... Non, mais parfois que ça faisait plus. Voilà, tu mettais, on va dire, du conditionnel et parfois dans tes réponses, d'essayer de dire c'est ce que tu pensais plus que. Moi, je l'ai ressenti plutôt comme ça. Oui, vous essayez de canaliser votre point de vue personnel. Ça se voit. Des fois, ça surgissait, mais sinon, la plupart du temps, vous essayez de faire preuve de neutralité. On passe au fond? Ouais. Sur la forme, on disait que est-ce que c'est pas trop scolaire de dire dans une première partie, au niveau du plan? Moi, c'est pas, encore une fois, c'est pas une stratégie que je fais. Moi, je le présente pas comme ça. Je répète 2 fois mon titre. Enfin, je répétais. J'ai de nostalgie. Mais je répétais. Je disais pas d'une part, mais je m'arrêtais de telle sorte à leur faire comprendre que c'était bien la première partie. Parce que c'est pas. T'es pas obligé de dire d'une part, tu le rédiges pas. Donc tu peux t'exprimer par les gestes. Genre, tu vois, il suffit que tu mets tes 2 mains d'un côté, ensuite de l'autre côté. Et voilà, les gens te regardent, t'as une gestuelle et ils comprennent que tu parles bien de ça. Donc, et ça laisse le temps aux autres de noter, parce que des fois, c'était le cas de ma mère, ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de noter. Et du coup, on n'arrive pas à comprendre le raisonnement. C'est ça que moi j'aime bien répéter. Donc c'est bien de répéter. Ou alors laisser vraiment un blanc. Pas un gros blanc. Bon, pour revenir là-dessus, c'est plutôt une question, mais au final, qu'elle dit que le premier test, c'est pas trop scolaire. Autant c'est vrai que les annonces de plan, on préfère qu'elles soient coulées dans tous les exercices écrits, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que les exercices écrits, les annonces sont coulées, mais entre parenthèses, on précise quand même toujours, ce qui permet d'avoir, on va dire, un repère pour le correcteur, mais est-ce qu'à l'oral, au final, de bien dire que c'est la première partie, etc. Parce que finalement, même si on essaie de faire une annonce coulée, mais parfois, et pour peu qu'ils soient un peu inattentifs, est-ce que le correcteur va pas passer à côté? Donc c'est pour ça que la question que je pose, est-ce qu'au moins c'est pas une sorte de sécurité? Ça fait peut-être scolaire, mais au moins on se dit, bon, voilà, on a bien... peut-être pour rassurer l'examinateur. Parce que parfois, on dit, dans un premier temps, machin truc, dans un second temps, machin truc, il va se dire, ah, c'est bien, il y a 2 parties, il va pas faire plus. Il s'est dit ça aussi. Et ça marche. J'avais vu un grand oral en 3 parties. Non, ce genre de raisonnement, on le retrouve devant chez les juges aussi. Peut-être dans un premier temps et dans un second temps, peut-être pas grand 1 et grand 2. Et puis vraiment faire une pause, effectivement, comme le dit Clémence, faire des gestes, mais surtout rester naturel. Évidemment, ça a marché comme ça. Donc, en tout cas, ça a marché. Si ça te paraît trop scolaire, il y a d'autres formules pour signifier qu'il y a 2 parties. Hein. Oui, voilà. Puis ensuite, voilà. Et je pense quand même que est obligé de le faire. Enfin, ce que je dirais de l'annonce coulée, c'est comme je dis, l'annonce coulée sur les exercices écrits, c'est quand même que au final, tu as un repère pour le correcteur, puisque à chaque fois, on met entre parenthèses que ça arrive la première partie et la deuxième partie. Donc, je pense que quand même à l'oral, il faut. Malheureusement, c'est des mots qui permettent ce repère. Sur le fond. Alors, encore une fois, je répète, on va à la fois critiquer le fond, et n'hésitez pas à répondre aux questions que vous lui avez posées. On n'oublie pas ça. Non, mais après, moi, j'ai surtout posé des questions un peu plus culture générale, cinématographie. Ouais, pour ça, je peux répondre sur ça. Après, pour le droit, bon, c'est un peu le tour. Moi, alors, c'est Aristote, la bouche de la loi. Du coup, je réponds plus à Erasme qu'à Si, t'as dit que c'était Montesquieu. Ouais. Ah, je crois que c'est Montesquieu. Je suis certain que c'est Montesquieu. Alors, c'est Montesquieu qui l'a repris d'Aristote. Je suis certain que c'est la logique aristotélique. La technique juridique, ça reprend quelque chose de déjà dit, Ah, bah, peut-être que déjà dit.
Donc voilà, au moment où j'ai voulu essayer de t'amener sur l'interprétation, il y a une théorie qui s'appelle la théorie réaliste de l'interprétation. C'est-à-dire que dans le fait d'interpréter la norme, tu donnes forcément une plus-value. C'est ça, c'est au sens de la lecture. Et l'arrêt, qui pour moi est vraiment symbolique en la matière, d'autant plus quand on a un parcours publiciste, c'est Dame Lamotte. Voilà, alors j'avais noté le considérant de Dame Lamotte. L'octroi de la concession ne peut faire l'objet d'aucun recours administratif ou judiciaire. Et bien dans cet arrêt du 17 février 1950, on a quand même considéré qu'on pouvait faire toujours un recours pour excès de pouvoir. Alors que enfin, non, pardon, c'est pas le terme du considérant, mais le terme de la loi sur laquelle cet arrêt était rendu n'était absolument pas équivoque. Voilà. Et pourtant, on avait quand même considéré qu'il pouvait y avoir un recours pour excès de pouvoir. Voilà. Donc là, c'était sur le caractère de l'interprétation créatrice de normes. Quand je t'ai interrogé sur l'avocate, alors, en fait, tu as pris parti, tu es bien un tout petit peu développé. Pourquoi pas parler de Jeanne Chauvin, qui en 1907, si je ne me trompe pas, voilà, qui était donc du coup la première avocate. Je crois que c'était Olga Petit et que c'était Jeanne Chauvin qui l'a suivi 6 jours plus tard. Et donc Olga Petit, c'était le 6 décembre 1990. Je vois toujours Jeanne Chauvin, alors peut-être. Si je peux me permettre. Oui. Olga Petit, c'est la première femme à avoir prêté serment et Jeanne Chauvin, c'est la première femme à avoir plaidé. D'accord, très bien. Bon, ben écoutez, on c'est apprend. inscrite à 6 jours d'intervalle. 2 fois déjà, Clément, c'est que tu vérifies. Attention. Non, mais écoute, bon, vous savez, à chaque fois, il y avait Dame Lamotte. Qu'est-ce que je dis ben voilà, super, je vais arrêter là. Je rends l'antenne. Ouais, donc peut-être parler plus sur la notion d'entraide. Est-ce que c'est toutes les problématiques qui sont problématiques? Est-ce que c'est présent dans le règlement intérieur? Quand dit le dictionnaire, la place des femmes dans la profession, va peut-être avoir plus qu'une posture, un avis personnel sur oui, je serai avocate. Par exemple, on dit toujours Madame le bâtonnier. Et justement, sur cette question, vas-y, Albin. Alors, je connais pas Albin, nous avons que Narvalo ici. Narvalo. Il vient d'avoir un... Il a changé de prénom, c'est pour ça. Ça se va beaucoup mieux. Il y a un rapport qui vient d'être rendu au barreau de Paris sur cette question. Justement, il y a un article sur la Gazette du Palais qui justement parle de ce rapport. Je n'ai pas encore lu le rapport, mais où il est préconisé apparemment de dire bâtonnière, mais il y a dans la profession ça fait débat et je pense pas que les usages vont changer maintenant. Et alors, est-ce que, si je peux réagir là-dessus, est-ce qu'on n'oublie pas un peu vite que chacun a un domaine de compétences? Les professeurs juridiques s'occupent du droit et la langue française, c'est l'Académie française qui s'en occupe. Et en l'occurrence, l'Académie française, justement, refuse. C'est comme si on disait que l'Académie française va donner son interprétation du Code civil. Oui, tout à fait, voilà. Il a raison. Alors, et l'Académie française refuse qu'on féminise les noms. Donc, c'est une faute de français. Donc, ça doit être considéré comme une faute. C'est un bon usage, en fait, dans la profession, je pense. C'était ça. Bah oui, mais l'usage... D'ailleurs, pour rebondir à ça, je pose la question, puisque c'était ici, en tant que qui présidait le jury, une femme. Est-ce qu'on leur dit Madame la Présidente ou Madame le Président? Madame le Président. Donc, comme tu as dit Madame la Présidente. C'est des théories qui s'opposent, en fait. Et moi, je suis plutôt de la théorie qu'on ne peut pas dire à une femme présidente. Que dit l'Académie française sur ce point? Française dit qu'on ne féminise pas les... Tu dis Madame le Professeur, Madame le Procureur. Mais en fait, il est aussi possible de demander directement à la personne concernée ce qu'elle peut faire. Voilà, c'est le cas de Madame la présidente de l'université qui demande à être appelée professeur sans E. Professeur sans E. Voilà, et il est aussi possible de demander. Ça, le E à professeur, l'Académie française l'a accepté, non? C'est quelque chose qui est passé. Alors non, parce que normalement, les noms heures, le féminin, ce serait en RIS ou S. Ce serait professoresse. Et donc, ce sont les noms en ER, donc on ne prenne jamais de. Après les majuscules des juridictions. Sauf auteur, oui. La auteur, professeur. Bon, attends, on va peut-être pas. Il y a autrice aussi. Peut-être que la teneur sur le fond de l'exposé de l'entretien va au-delà de la seule question d'avocat-avocate. On se déplace.
Non, voilà, c'était sur... D'autres éléments sur le Sur le fond fond, non, moi, j'ai trouvé peut-être deux choses. J'ai trouvé que c'était intéressant de parler de la PMA et la GPA, mais on se demandait un petit peu quel était le lien avec le sujet. Oui. Parce que c'est vrai que la PMA et la GPA, c'est pas le genre. totalement éloigné, mais c'est vrai que c'est pas totalement non plus directement connecté avec la question du genre. Et après, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est notamment en citant Simone de Beauvoir, Judith Butler, j'ai trouvé que souvent, quand tu reprends à ton compte certaines de leurs idées, on a l'impression que c'était un peu des affirmations péremptoires. Et je pense justement que toutes les opinions sont a priori respectables, mais encore faut-il les justifier. Et pas présenter quelque chose comme une vérité indiscutable sans expliquer pourquoi. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, c'est ce qui fait la force d'un avocat, non? La conviction, peser les arguments. La démonstration aussi. C'est la démonstration. Plus que la conviction. Une bonne technique pour éviter de mélanger les thèmes comme ça, c'est toujours de se demander à quelle liberté et droits fondamentaux ça peut se rapprocher. Comme ça permet de segmenter et d'éviter de mélange. Voilà. Peut-être aussi, du coup, la vie privée. Oui, c'est ça. En fait, c'est liberté fondable, même si c'est pas écrit en gros parce qu'il n'y a pas. Il n'y a aucun texte qui dit changer de sexe, le transsexualisme, c'est un droit de l'homme, c'est marqué nulle part. Par contre, on peut en déduire des grands principes. En l'occurrence, c'est le droit au respect de la vie privée. Peut-être en termes de méthode, essayer de faire des dessins donc, avec des cercles concentriques, notre liberté, et voir si les thèmes qui s'y raccrochent, et si finalement, j'ai toujours des idées très pratiques moi, là-dessus, et peut-être essayer de voir si ça peut aller en différents cercles, ça permet peut-être de mémoriser aussi. Un autre point, c'est très bien quand tu parles de sources fondamentales, c'était une critique que j'avais déjà entendue, il ne faut pas se précipiter sur la Convention européenne. C'est pas mal aussi quand même de dire que l'article 1er de notre Constitution, on a parlé ensuite dans les questions même, alors c'était pas la réponse que j'attendais, mais commence sur ce qu'on a déjà en France. Même certes on a beaucoup de progrès à faire sur les questions d'égalité, mais en termes de droit, on a quand même un patrimoine intellectuel et juridique qui est quand même présent et qui, voilà, il ne faut pas, à mon avis, se jeter tout de suite sur... avant, il y a la Constitution, et voilà. En fait, ce que tu fais, c'est que tu fais la Constitution, les textes constitutionnels, le bloc de constitutionnalité. S'il y a des textes internationaux, tu vas dessus. Si tu as des textes de l'ONU, c'est clair, mais je pense que il y en a plein en fait. Et après, c'est les textes européens. Essaie de invoquer la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est le texte qu'il faut citer. Après, il faut penser aussi à la charte des droits fondamentaux de l'UE, même si c'est pas en lien direct, mais bon, c'est lié quand même. Et puis après, tu termines par les sources nationales. Voilà, l'article 9 du Code civil, chacun doit au respect de la vie privée, et puis après les articles du Code pénal et du Code du travail qui sanctionnent les deux discriminations. C'est vrai. D'autres points sur le fond ? Oui. Donc, moi, la question que j'avais posée par rapport à la problématique autour du fait que c'était donc Madame la garde des Sceaux qui plus ou moins convoquait les magistrats à l'occasion d'une formation, pour une formation. Il n'y avait pas vraiment de réponse voulue. Moi, je pensais particulièrement à la séparation des pouvoirs et au fait que, est-ce que vraiment, directement, c'est à un membre de l'exécutif d'imposer une réflexion qui relève presque de la philosophie à l'autorité judiciaire. Il y a des représentants d'autorité judiciaire. Donc moi, c'était ce à quoi je faisais référence, mais la réponse que vous aviez fournie, elle était pas mauvaise non plus, et puis ça s'en rapprochait fortement. Concernant l'autre question que j'avais posée par rapport au droit de respect de la vie privée et au transsexualisme, vous avez répondu. Et moi, effectivement, je pensais au fait que finalement, le simple fait d'obliger quelqu'un à avoir comme inscription sur son état civil un sexe qui n'est pas le sien, en tant que sexe vécu, un sexe féminin, alors que tout montre d'apparence que c'est un homme, eh bien, c'est justement une violation au droit au respect de la vie privée, parce que ça veut dire que directement, on affiche le fait que cette personne-là ne vit pas sous son identité sexuelle établie dans l'état civil, et finalement, l'état civil personnel, enfin, c'est quelque chose de personnel. Donc moi, je pensais à ça, mais vous avez aussi répondu, et par rapport au fait que je parlais de la circulaire 2011, et avec l'article 8 de la CEDH, donc la circulaire et l'article 57 du Code civil, impose le fait qu'il faut nécessairement déterminer et inscrire dans l'état civil
un des deux sexes, et donc j'ai dit, est-ce que finalement c'est pas une violation de l'article 8, donc du respect de la vie privée. Et là c'était une réflexion aussi, et vous y avez répondu aussi. Effectivement, on peut se dire que le fait d'imposer un sexe, c'est de facto en fait une violation de la vie privée, parce que peut-être que le sexe relèverait du respect de la vie privée. Après, on avait posé, donc, quel est ton magnifique nom déjà? QB, voilà, avait posé la question de savoir est-ce qu'il y avait des pays qui reconnaissaient le sexe neutre. Vous avez cité l'Allemagne, et effectivement il y a l'Allemagne, donc il y a aussi le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Portugal. Voilà, bon, ça c'est partie de l'information. Et je vous avais posé une question par rapport aux femmes au Panthéon. Et généralement, on en pense généralement à deux principalement, parce qu'en fait il y en a deux qui ont été intégrées récemment, il y a 2 ans. Et la première à laquelle on pense, c'est Sophie Berthelot, qui était l'épouse du chimiste Marcellin Berthelot. La seconde, et là je pense que c'est la plus connue, c'est Marie Curie, qui a été intégrée en 1995. Ouais. Donc généralement on pense à ces deux femmes-là, et en fait en 2015 il y en a deux qui ont été aussi, qui sont aussi entrées au Panthéon, c'est Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle-Anthonioz, et en fait c'était 2 résistantes qui ont été déportées à Ravensbrück en 1943. Et voilà. Donc ça en fait 4 en tout sur 75, ce qui fait un ratio relativement bas. Voilà. Et effectivement, George Sand, c'est une femme. Voilà. Et après, je vais dire. En même temps, on ne va pas prendre des pseudonymes douteux comme Daniel Stern, et voilà. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. Est-ce qu'elle pouvait pas publier? Est-ce qu'elle pouvait pas publier? Oui, non. Sur le fond, on est bon. Ouais. Donc moi, il me semble que c'est plus qu'encourageant. Ouais. Encore une fois, moi, je pense qu'il y a un socle pour une première prestation. Donc là, au moins, tu as pu t'exercer sur quelque chose sur lequel je pense qu'individuellement, tu es quand même assez à l'aise. Il faut te projeter dans le cas où peut-être que tu seras un jour moins à l'aise sur le fond. C'est normal, hein, on est encore au début des révisions, mais ça donne une perspective. Moi, sur la forme, voilà, peut-être un petit peu cadrer quelques degrés de méthodologie de plus, voilà, mais toi-même, tu les as remarqués. Petite pointe d'éloquence sur la fin, sur des sujets comme ça, moi c'est comme ça. Moi c'est c'est chaud. Hein. Oh, sur la fin. Moi je l'ai pas fait, hein, c'est passé. Hein. Et voilà, mais je crois que c'était. Je crois qu'on a tout dit. En effet. Merci beaucoup pour Merci. votre intervention. Et maintenant, on passe à la chronique juridique. Alors, qu'on fasse un petit point. Madame, après sa prestation la semaine dernière, on s'est recontacté et madame a eu l'idée de dire mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des chroniques sur Radio Clémence? Alors, on pense faire une petite chronique à chaque émission, une petite chronique de culture juridique, des petits trucs, mais qui peuvent quand même donner la petite astuce, le petit point en plus à l'occasion d'un grand oral. Et peut-être qu'on fera des émissions comme spéciales, comme on l'a fait sur nos retours du CRFPA ou sur celle qui était propre à la note de synthèse, peut-être plus consacrée individuellement à ces questions au bagage culturel qui peut être le bienvenu à l'occasion d'un grand oral. Alors, j'ouvre le bal. Moi, je voudrais vous parler du véritable rédacteur du Code civil. Car, à l'occasion du passage de Narvalo, celui-ci avait parlé de l'avocat Tronchet. Et effectivement, quand on parle du Code civil, du Code Napoléon, on va y revenir, on parle des 4, Bigot de Préaveneux, Tronchet, Malville et Portalis. Et on n'hésite pas à dire que le Code civil, même aujourd'hui, on emploie le terme de Code Napoléon. Ce qui, à titre personnel, m'y insulte un petit peu le poil, parce que si Napoléon a fait quelque chose, c'était un génie militaire et il avait l'autorité pour instaurer un véritable sens de l'État, n'en demeure pas moins que l'individu en question était une bille en droit. C'est tout à fait normal, c'est un lieutenant d'artillerie. Il n'y connaît que dalle. Et donc, s'il avait une conception de il fallait sortir des anciennes coutumes, je ne refais pas, à chaque fois qu'on change de ville sous l'Ancien Régime, on changeait de droit. Et donc, il était conscient de ce problème-là, mais lui-même n'avait pas
pas le bagage juridique pour pouvoir pondre un code civil. D'ailleurs, l'idée même d'un code civil n'est pas une idée napoléonienne, c'est une idée de la Révolution, et il y a eu plusieurs projets, et celui qui a réellement conduit les débats, et qu'on oublie trop souvent, et qui à mon sens, d'ailleurs parce qu'il y a une autre implication sous le régime de la République et sous l'Empire, c'est Jean-Jacques Régis de Cambacérès. Alors voilà, celui-là on l'oublie tout le temps, vraiment quand on dit Cambacérès, bon, on ne parle pas vraiment, sauf les acharnés de la période napoléonienne, qui savent peut-être que c'était le 2e consul, et sous l'Empire il était archi-chancelier. Donc ce bonhomme qui était à la base un magistrat à la Cour des comptes, oui, je t'en fais pas. Donc c'est lui qui avait porté sous le régime du Directoire les différents projets du Code civil, et c'est lui, sous sa présidence, que les 4 rédacteurs ont travaillé. Et donc voilà, donc, je pense qu'il est censé, c'est presque, on pourrait le considérer comme un 5e rédacteur, personnel, comme c'est lui qui avait le bagage, j'arrête pas de dire bagage, qui avait l'expérience passée des différents projets de Code civil, c'est véritablement lui qui a conduit les débats, et en conséquence, si on doit en mettre un, et mon avis en avant, c'est avant tout ce personnage-là, père du Code civil, et non pas du Code Napoléon, voilà, c'est sur ce point-là. Et ensuite, si je devais terminer sur le personnage, il y aurait beaucoup à dire sur sa personnalité. C'est lui qui, en somme, a fait l'État moderne français. Là encore, Napoléon, il faut le remettre dans son contexte, ce n'est pas un politique, ce n'est pas un juriste, ce n'est pas un politicien, il n'a pas le réseau, tandis que Cambacérès, déjà, il était en place, donc il était présent lorsque la Convention s'est prononcée sur la mort du roi. Donc, il a eu un vote un petit peu ambigu, je ne rentre pas dans cette considération-là. Donc voilà, il était bien présent, et surtout, il était à la tête des francs-maçons. Et c'est lui qui a su constituer tout le réseau administratif du consulat puis de l'Empire. C'est lui qui savait dans quelle situation il fallait mettre tel ou tel préfet, et il a toujours su se placer à côté de Napoléon avec une certaine habilité. On témoigne par exemple un exemple, au début on avait voulu que les 3 consuls, voilà, parce qu'au début le consulat reposait sur 3 consuls, les 2 avaient le 2e et le 3e n'avaient qu'une voix consultative, mais ils étaient censés légalement avoir, au moins sur le plan protocolaire, être sur un pied d'égalité, et on pensait les placer aux Tuileries, au palais des Tuileries, et Cambacérès dès le début a dit non, je sais que Napoléon va vouloir à terme prendre le pouvoir, je vais me trouver une autre résidence. Et il a été même au point de rester constamment le second, jusqu'à décider de ne pas se marier. Et d'ailleurs on le soupçonne à cette époque-là, et c'est sûrement vraisemblable, d'avoir été homosexuel. Donc, ça nous ramène au sujet. Tout à fait, tout à fait. Donc, petite pique à ceux qui disent bah, c'était mieux avant, tout ça, on a peut-être un individu qui n'aimait pas les dames et qui avait une préférence pour les hommes, qui est peut-être à l'origine de nos plus grandes institutions en France, et parmi lesquelles le Code civil. Bon voilà, je voulais simplement rendre hommage à ce personnage qui est à mon avis trop méconnu, qui est donc Jean-Jacques Régis de Cambacérès, 1753-1824. Bon, merci. Voilà, donc on essaiera de faire des petites chroniques, j'espère que ça vous intéressera. N'hésitez pas à nous dire si certains points que vous voulez qu'on travaille. On essaie toujours que ça soit dans une perspective d'utilité, de rentabilité à l'égard du grand oral. Merci beaucoup Bibou pour ta prestation, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a été profitable. Merci à tous les membres du jury, je remercie Chico, je remercie Quibi, je remercie Eve, je remercie bien sûr Madame, je remercie également parmi les membres du public Narvalo et Chips de leur présence. On se retrouve, je pense, la semaine prochaine, c'est encore à confirmer, on causera peut-être de droit public fondamental, on va peut-être aller dans les principes, sortir de la procédure comme on avait fait la dernière fois. Que dire de plus? Sinon merci à tous, et on vous dit à très bientôt sur Radio Clémence. Merci encore de votre écoute, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, et voilà, que vous dire, sinon une excellente semaine, et on se retrouve très très vite. Ouais, bah t'as raison, je vais essayer. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Si vous vivez dans une ferme, près d'une rivière, mais que vous êtes muet, quoi? Restez branchés sur Radio Clémence, l'émission qui papote CRFPA, mais qui ne garantit pas que vous finissiez par mieux comprendre le droit.